à la fois sur des cas d'usage en termes d'explication méthodologique, théorique, fonctionnelle, etc. Et d'avoir aussi une vision outillage, modalité de déploiement opérationnel qui va être portée par Nourdine aujourd'hui. Tout ça dans un vocabulaire qu'on va essayer de faire le plus vulgarisé possible. L'idée, c'est pas de dire des gros mots autour de l'IA, mais vraiment travailler sur comment on le met en place et quels sont les cas d'usage qui peuvent être intéressants dans le cadre du déploiement d'une GED ou de SAE et tout ce que ça peut apporter. Voilà pour ma présentation. Nourdine, je te laisse en dire quelques mots. Très bien, très bien. Bonjour à tous. Je m'appelle Nordine Lamriri. Chez Everteam, je suis responsable de la stratégie produit et de l'activité pre-sales. Donc, mon travail principalement, c'est d'aider notre entreprise et nos partenaires dans tout ce qui est présentation de nos produits, donc des technologies. Donc, mon profil est principalement orienté quand même sur la partie utilisation des technologies de gestion documentaire et d'IA qui sont relatives à la gestion documentaire, donc archivage ou GED. Donc, on a trouvé effectivement, Thibault l'a dit, mais on a trouvé que c'était intéressant de proposer un webinar très concret, parce que finalement, on trouve qu'il y en a assez peu aujourd'hui sur notre secteur, sur cette thématique-là, même s'il y a beaucoup de webinars ou d'interventions autour du sujet de l'IA, du machine learning, voire même en lien avec la GED et l'archivage, mais assez peu qui vont dans le concret, à la fois sur l'approche AMOA et conseil, et méthodologie de conseil, et à la fois sur la partie concrète liées aux outils et aux technologies disponibles sur ce secteur. Comme ces deux expertises qu'on a à la fois chez XDMAT et chez Everteam, on a trouvé que c'était intéressant de proposer cette intervention et ce webinaire. Voilà. Merci. Alors, on va travailler selon 3 cas d'usage aujourd'hui. On va être encore ensemble pour une petite demi-heure à parler et ensuite, on va prendre quelques questions-réponses. Et on va avancer sur l'explication de cas d'usage de niveau de complexité assez simple, que ce soit dans la compréhension de la manière dont on va utiliser l'IA, le machine learning ou tout ce qui va être assistant à l'indexation, assistant à la recherche, etc., vers des modalités de mise en œuvre plus nouvelles et probablement aussi plus efficaces, que ce soit dans la mise en œuvre ou dans l'utilisation. Le premier cas d'usage, c'est un cas d'usage sur l'extraction des métadonnées et la réalisation de tout un tas d'actions automatiques au moment de l'indexation. Alors, il faut savoir, bon, ça fait longtemps qu'on le fait dans le domaine de la dématérialisation et de la GED. Si vous êtes dans le domaine où vous avez déjà mené des projets, vous avez entendu parler d'OCR, donc d'océrisation, le fait de lire les caractères d'une page, ou de lecture automatique de documents ou de reconnaissance automatique de documents. La problématique, en fait, c'est que on s'est rendu compte que sur de la documentation non structurée, sur une diversité de fonds, c'était compliqué de mettre en place ces technologies qui, par ailleurs, peuvent être tout à fait efficaces, mais qui trouvaient leurs limites dès lors qu'on avait justement cette diversité. Tu peux montrer le premier cas d'usage, Noureddine, puisque justement, ce premier cas d'usage, c'est l'extraction automatique, le classement, l'indexation, le nommage des documents. Et avec des utilisateurs qui, en indexation pure, perdaient du temps à indexer les documents et n'avaient pas trouvé de modalité technique qui permettait d'indexer les documents automatiquement dans un outil de GED, par exemple. Et en fait, là où on avait commencé à mener ces projets, avec la LADRAD et l'OCR, et bien finalement, l'idée, c'était de passer à un step complémentaire, à quelque chose de plus efficace, en automatisant beaucoup plus l'extraction des documents, en mettant des règles d'automatisation et d'apprentissage de cette automatisation, de classement, de diffusion, d'intégration de métadonnées, etc. Tout ça en minimisant l'action humaine, que ce soit une minimisation sur le paramétrage de tous ces éléments par rapport à la diversité de ce que ça demande, mais aussi une minimisation des actions des utilisateurs en cours d'utilisation de ces outils, en d'autres termes, pour éviter des ressaisies manuelles au moment de cette intégration. Donc traditionnellement, ça c'est des projets autour de machine learning qu'on mène déjà depuis plusieurs années. Et
c'est des choses qu'on faisait beaucoup au tournant des années 2020, avec la nécessité de construire de ce qu'on appelle des datasets, donc des ensembles de gestion, des ensembles documentaires qui vont nous permettre de faire apprendre à la machine toutes les règles qu'on a envie de lui faire apprendre, et de constituer quelque chose de suffisamment représentatif du fond et de suffisamment représentatif des règles pour faire en sorte que les machines apprennent au fur et à mesure toutes les règles qu'on a besoin de leur donner. C'est ce qu'on appelle en général de l'apprentissage supervisé. À l'inverse d'un apprentissage non supervisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va donner le dataset à la machine et on va lui dire, dans ce cas-là, tu dois faire ceci. Et au fur et à mesure de l'apprentissage, on va avoir une automatisation de cette capture de l'information et donc au fur et à mesure, un élargissement des périmètres en dehors du dataset d'origine qui a permis l'apprentissage. Et ça, on l'a fait plein de fois chez XDMAT. On a mis un exemple là, tu peux passer peut-être la slide, Noureddine. On a travaillé par exemple dans un GIP pour la fonction notariale où on a fait ça. L'idée, c'était quoi? C'était au tournant de 2019-2021. C'est un projet qui a quand même duré assez longtemps. Et l'idée, c'était de se dire sur tous les projets, sur tous les documents qui sont intégrés dans des processus de type immobilier, comme l'achat d'une maison, la démolition d'une maison, dans lequel les notaires ont tout un tas d'actions. On a identifié un dataset initial de 287 types de documents différents avec des formes qui étaient très diverses. Des formes qui étaient très faciles à indexer ou à apprendre comme du CERFA, ou parfois du manuscrit ou des documents dactylo, mais sur du papier libre. Et donc, on a travaillé à entraîner une machine là-dessus en prenant par typologie documentaire à peu près 500 documents différents. Vous voyez, hein, ça fait minimum 500 fois 287 types de documents, donc c'était un dataset qui était assez important. Et on a travaillé à l'apprentissage de la machine pour qu'aujourd'hui, on arrive, pour ce client-là, qui est donc GIP dans la fonction notariale, à un taux de reconnaissance et d'extraction automatique des métadonnées qui approche les 98% sur ces 287 types de documents. C'est un projet qui a été long, comme vous le voyez, et qui a demandé beaucoup de travail, notamment du travail d'apprentissage. Vous allez voir au fur et à mesure que ces modalités d'extraction des métadonnées qui étaient pas forcément empiriques non plus, mais qui étaient assez chronophages, aujourd'hui, c'est pour ça que je me permets de dire que c'était en 2019-2020, on a beaucoup d'évolution dans la gestion de ces projets et on va y revenir sur un deuxième cas d'usage. Mais justement, sur cette extraction des métadonnées, c'est pour ça qu'on fait aussi le webinaire avec nos collègues d'Ever. Ever a pas mal de choses à dire et à montrer. Je te laisse la main, Nourdine. Alors, à mon avis, ton micro est coupé, Nourdine. Ou tu l'avais coupé pour... Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Par contre, on ne voit plus l'écran. Voilà, c'est bon, impeccable. C'est bon. Donc, en fait, quand on veut faire de l'extraction d'informations, enfin de la classification automatique sur des documents, et que vous avez un fonds documentaire, il faut vraiment s'imaginer le corpus documentaire que l'entreprise a. Imaginons que vous avez au sein de votre entreprise un certain nombre de fichiers dans un file system, par exemple, ou dans un SharePoint, ou dans un Google Drive. Ces documents-là, vous voulez qu'ils soient automatiquement classés et idéalement qu'on puisse extraire des métadonnées. À la base, vous n'allez pas commencer à la main à commencer à essayer de constituer des documents exemples par typologie de documents. Il y a déjà un certain nombre d'informations qui existent. Et donc là, on va utiliser des technologies qui vont permettre de faire de l'extraction de métadonnées natives. Donc tous les fichiers, quels qu'ils soient, ont des métadonnées natives qui existent déjà, sans utiliser d'IA, qui devront être extraites. On va être capable d'extraire également ou de déduire des métadonnées qui peuvent être soit calculées, soit déduites par inférence par l'outil. Donc, imaginons que vous avez un document qui est en PDF, qui a été créé en 2010, qui a été créé par Paul Martin, qui a été modifié récemment en février 2025. Ça va nous permettre déjà d'avoir un certain nombre de métadonnées par défaut qui pourront nous être utiles. On peut détecter aussi la langue du document grâce à des algorithmes de deep learning qui vont analyser le début du fichier et capable de savoir que c'est un fichier soit en français, soit en espagnol, soit en anglais, etc. On va être capable de détecter les doublons. L'outil va analyser tous les fichiers, faire des prises d'empreintes cryptographiques qui pourraient être comparées entre les fichiers pour être capable de dire on a deux fichiers qui sont parfaitement identiques. On a deux fichiers qui sont identiques au niveau du contenu. Donc, ça permet déjà, sans utiliser vraiment d'IA très élaborée, de pouvoir faire un certain nombre de déductions. On va être capable d'aller plus loin dans de l'extraction d'entités nommées.
L'extraction d'entités nommées, on va le voir un petit peu après, mais c'est une technologie qui permet de cibler des métadonnées particulières que vous voudriez extraire et qui pourraient se trouver n'importe où. Des codes contrats, des noms de fournisseurs, n'importe quelle métadonnée pertinente présente dans les fichiers peut être scannée par le moteur, en l'occurrence le moteur Everteam, et trouver la métadonnée et l'extraire. On peut aussi faire de la classification par règles. Si vous êtes capable de définir des règles rationnelles qui permettraient de typer un document ou être capable d'extraire une métadonnée, on va être capable de créer cette règle qui va émuler des actions humaines pour automatiquement réaliser l'action attendue. Par exemple, on sait que si un fichier commence par CEI et qui se trouve dans le répertoire RH, alors ça veut dire que c'est un contrat de travail. On en est sûr à 100%. Et donc, on crée cette règle-là. Et si on trouve un document qui répond à cette règle, on va le typer comme étant un document de type contrat de travail. Donc là encore, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on doit constituer le corpus d'apprentissage pour de la classification par apprentissage, on ne va pas se lancer à corps perdu pour essayer de trouver les 20 000 documents représentatifs qui permettraient de faire fonctionner le module. On va déjà utiliser d'autres technologies d'IA ou d'analyse de contenu qui vont nous aider à aller plus vite. Et enfin, on utilisera la classification par apprentissage qui, elle, va s'appuyer sur tout le travail qui aura été fait pour constituer un corpus d'apprentissage. Le but, c'est d'utiliser, bon, souvent on utilise l'algorithme KNN, c'est l'algorithme d'apprentissage du plus proche voisin, qui est assez simple à comprendre finalement. On a des documents qu'on a déjà classés. On va demander à l'outil de construire une matrice statistique pour bien comprendre, en rapport avec la structure morphosyntaxique et le contenu sémantique de ces documents, qu'est-ce qui les caractérise, la relation entre leur contenu finalement et le type de document qu'on lui a associé. Et lorsqu'il va analyser un nouveau document, il va statistiquement essayer de trouver la case, le type de document qui s'y rapproche le plus. Donc, dès qu'il va trouver un nouveau document qui n'est pas typé, qui est totalement inconnu, qui se rapproche d'un document qu'on connaît déjà, avec une proximité qui dépasse un certain seuil de confiance, il va dire « Ok, ce document-là est probablement un contrat, un bulletin de paye, une facture ». Et donc, c'est un mécanisme d'apprentissage statistique du plus proche voisin à partir de documents appris. Si on regarde concrètement à quoi ça ressemble, ici, j'ai pris une plaquette marketing. Everteam, c'est la plaquette marketing qu'on distribue dans les salons auxquels on intervient. Et au-dessus, vous voyez les propriétés que j'ai. Voilà, il y a le nom du fichier. Quand je passe le module et que je passe par la première couche, il va extraire les propriétés système. Date de création du fichier, nom du fichier, poids du fichier, format du fichier, date de consultation, modification, des choses finalement assez classiques. C'est les propriétés visibles. On va pouvoir aller plus loin et lui demander d'extraire les propriétés internes. Dans un fichier de cette plaquette, il y a des informations. On sait par exemple quel outil a permis de créer ce fichier. On sait quelle est la version du PDF. C'est un PDF 1.4. On sait que c'est une information qui peut être très intéressante si on veut archiver par exemple ce document. Le nombre de pages, par exemple. On va être capable d'aller encore plus loin et de calculer des empreintes cryptographiques qui vont permettre de détecter les doublons. C'est ce qu'on appelle ici les checksums, qui est le terme anglais pour empreinte. On va être capable de détecter la langue, qui est détectée par des technologies d'IA. Donc tout ça, toutes ces métadonnées nécessitent zéro investissement de la part des utilisateurs. Les documents sont analysés et on a tout de suite toutes ces informations. Le système va être capable d'extraire le contenu textuel. Donc, tout le contenu textuel de la plaquette a été extrait par l'outil. Ce contenu brut va pouvoir être utilisé pour appliquer de l'extraction d'entités nommées. Donc, rappelez-vous bien le schéma que je vous ai montré au début. L'extraction d'entités nommées va balayer la plaquette et essayer de trouver des informations que je lui demande de détecter. Donc, des noms d'organisation, des localisations, des numéros de téléphone, des URL, des adresses mail, des adresses, et il les met en surbrillance. Ces métadonnées qu'il détecte dans le contenu textuel, il va les extraire pour alimenter des champs de métadonnées. Donc, j'ai le champ organisation qui a été automatiquement rempli, localisation qui a été automatiquement rempli, organisation, adresse mail. Et ces champs de métadonnées sont remplis en automatique sans qu'aucun collaborateur n'ait eu besoin de saisir ces informations. On gagne beaucoup de temps avec ces mécaniques d'extraction d'entités nommées qui vont nous aider à plus facilement typer les documents pour faire de la classification par apprentissage, qu'on n'a même pas encore commencé. Là, c'est juste de l'extraction. On constitue un corpus de métadonnées maximum autour des documents qui nous intéressent. Et ensuite, on va pouvoir faire
de la classification par règles. On va pouvoir rajouter des règles pour encore enrichir, dire si un document est classé, comme je vous l'ai dit, dans le répertoire RH et commence par CEI, alors ça veut dire que c'est un contrat. Voilà. Et donc, ce type de règles, on va pouvoir automatiser, c'est, entre guillemets, quelque chose qu'on peut faire en plus. Quand tout ça est fait, ensuite, on va pouvoir classer ces documents à la main, constituer son corpus. Et quand le corpus est constitué, ensuite, on active la classification par apprentissage. La classification par apprentissage, c'est un module qui s'active tout seul et qui ensuite va, comment dirais-je, déclencher la classification des documents. Alors, comment ça fonctionne, la classification automatique par apprentissage? C'est un mécanisme assez simple. Thibault l'a expliqué un petit peu avant. Vous avez un corpus, là, dans son cas, c'était 287 types de documents, où il y avait 500 documents représentatifs pour chaque type. Et donc, c'est ce qu'on appelle les documents étiquetés. Donc, il y a des documents qui sont déjà étiquetés. On a vu qu'avec l'outil Everteam, on pouvait déjà accélérer cet étiquetage manuel pour aller plus vite. Quand l'étiquetage est fait, ensuite, on va entraîner le modèle de classification par apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va créer ce qu'on appelle un classifieur, qui est un modèle de classification automatique qui va lire tous les documents étiquetés pour construire un module de classification automatique qui est pas complètement personnalisé au contexte des clients. Ensuite, on va lui donner des documents non étiquetés, des documents inconnus. Il va essayer de prédire automatiquement le bon type de document sur des documents inconnus, avec 3 options possibles. Soit il n'a pas trouvé, parce que c'est un document qui ne correspondait à aucun des 287 types de documents qui avaient été utilisés en entrée. C'est un nouveau type de document, donc le document reste non étiqueté. Soit il est auto-validé, c'est-à-dire que c'est un document qu'on a détecté et avec un niveau de certitude qui est élevé. Dans ce cas-là, il est automatiquement étiqueté. Soit il est suggéré, c'est-à-dire que c'est un document qu'on a réussi à étiqueter, mais on n'est pas certain, et donc il faut qu'un utilisateur manuellement valide cet étiquetage qui va ensuite qui va mettre à jour le modèle de classification. Une des clés de la classification automatique par apprentissage, c'est sa capacité à s'actualiser et à se mettre à jour en fonction de l'évolution de la classification, des corrections qu'on opère. Thibault l'a également évoqué, c'est comme un enfant à qui on apprend à marcher. Plus la classification automatique par apprentissage est supervisée, et plus elle va être performante. Voilà. Ça, c'est un modèle qui nécessite un investissement de départ, souvent de manière itérative, mais qui, sur la durée, va apporter satisfaction en permettant une classification efficace des documents. Pour la classification manuelle, ensuite, on dispose d'une interface dans laquelle on peut valider ou invalider les classifications à partir de l'interface proposée par Everteam. Voilà pour la classification automatique par apprentissage. Je vais donner la main à Thibault pour le deuxième cas d'usage. Thibault? Et je mets pas mon micro devant la bouche, ça marche, moi. Ouais. Je disais donc qu'il y a une slide qui était intéressante dans ce que tu montrais. C'était l'empilement des technologies ou de la complexification de l'usage des technologies, où tu vas partir d'éléments d'extraction assez simples, métadonnées documentaires, pour aller ensuite sur l'intelligence artificielle assez poussée. Et justement, autant sur des modalités de recherche, dans les GED et les SAE, on est arrivé sur un vrai niveau de maturité. On va voir tout à l'heure qu'on arrive avec de l'IA à aller encore plus loin. Mais il nous a semblé pendant longtemps que sur la question de la capture de l'information, on avait encore beaucoup à faire, beaucoup à apprendre et beaucoup à développer en termes de cas d'usage et de techno. Ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant démontre quelque chose de nouveau. Et depuis quelques années ou quelques mois, ça dépend comment on se positionne dans la temporalité, on a amélioré ces modalités d'indexation automatique et de capture automatique de l'information. Tu peux passer la slide pour qu'on passe justement à ce deuxième cas d'usage. L'idée, c'était de se dire, je veux me lancer dans un projet d'indexation automatique, un petit peu comme on l'a expliqué tout à l'heure. La finalité, c'est la même, hein, c'est faciliter mon indexation pour intégrer des documents dans une GED ou dans un SAE, sauf que je n'ai pas les moyens financiers ou humains et je n'ai pas le temps. Vous avez vu tout à l'heure, hein, j'en ai parlé, il y a eu 400 jours de travail, 18 mois de projet, un ensemble documentaire de 500 documents par type de document, donc c'est quand même un travail qui est conséquent. Et en fait, aujourd'hui, il existe des technologies, des modalités qui permettent d'aboutir à la même finalité, c'est-à-dire
indexer automatiquement les documents, les classer automatiquement, les diffuser automatiquement à qui de droit, y appliquer les règles de confidentialité automatiquement, etc. Mais dans des modalités de projet, je ne parle vraiment que du projet, beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides, beaucoup moins coûteuses, avec, et je reprends les termes que j'utilisais tout à l'heure, avec un dataset initial réduit. On oublie les 500 documents pour les 287 types de documents, on oublie les règles complexes, on oublie la supervision longue initiale où on va donner tout un tas de règles, et en fait, on va combiner deux ensembles de technologies, sans rentrer dans des détails de j'allais dire hardware, en tout cas d'usage complexe. On va en fait faire se compléter du machine learning traditionnel, comme on l'a expliqué tout à l'heure et comme l'a expliqué aussi Noureddine, avec de l'IA générative qui va auto-alimenter l'apprentissage du machine learning à lui-même. Autrement dit, je fais un apprentissage rapide et faible. Dès lors que mon apprentissage n'est pas suffisant, je sollicite une IA générative qui va me donner une éventuelle réponse par rapport à ce que la machine ne sait pas répondre pour que l'IA générative alimente elle-même la machine qui apprend par l'IA en elle-même. Donc on a vraiment une sorte de cercle fermé où on a un machine learning qui apprend dès lors qu'il ne sait pas, qui interroge une autre technologie d'IA et qui va répondre à ce machine learning pour s'auto-alimenter. Ça n'empêche pas évidemment l'intervention humaine, ne serait-ce que éthiquement évidemment, mais et avec de toute façon des modalités toujours parfois trop complexes pour être appris et ou auto-appris. Et ça, on l'a fait avec plusieurs structures. Tu peux passer à la slide suivante, Noureddine. Et on l'a fait notamment pour un de nos clients dans le domaine de l'énergie où il avait un cas d'usage où en fait, son idée, c'était de se dire, je prends en photo un de mes équipements, qui peut être un équipement qui fait 5 mètres sur 10, hein, vraiment, et je veux savoir si une typologie de cylindre de cet équipement-là est conforme ou non conforme, évidemment, par rapport à des règles que je vais lui donner. Donc, on a construit un dataset de 3000 photos. Vous voyez déjà que le dataset est beaucoup plus fin. Et on lui a donné des règles initiales sur ces 3000 photos. Mais ces règles, elles ne pouvaient pas être absolument exhaustives sur le niveau de conformité et la conformité, oui ou non, par rapport à tout ça. On a travaillé avec les métiers, évidemment, les ingénieurs et les mainteneurs qui ont travaillé sur ces équipements. Et l'idée, c'est de se dire, on va intégrer ça dans un machine learning et on va intégrer ça dans une IA générative pour que si le machine learning ne sait pas, il demande à l'IA générative qui, si elle sait, lui donne la réponse. Si elle ne sait pas, ne lui donne pas la réponse. Et c'est une action humaine qui est réalisée. Et vous voyez les différents cas d'usage et différentes possibilités qu'on a mis en bas. On intègre l'image, le machine learning le comprend et définit si c'est un résultat conforme ou non conforme. Et on intègre la photo dans nos outils documentaires. Deuxième possibilité, on intègre l'outil, le machine learning ne sait pas, donc le machine learning répond que c'est un résultat qui est non conforme, que le cylindre est non conforme, donc il y a une alerte au mainteneur et une intégration dans les outils. Possibilité numéro 3, le machine learning ne sait pas, l'IA générative ne sait pas, auquel cas il y a une alerte, une vérification de la part des utilisateurs mainteneurs qui vont vérifier l'état de la photo et donc l'état du cylindre et qui vont ensuite intégrer le document dans l'ensemble documentaire. Donc là, on est vraiment là où le premier cas d'usage que je vous ai expliqué, on était à la fois dans des modalités d'apprentissage complexes, longues et parfois coûteuses. L'évolution des technologies aujourd'hui, la boîte à outils que Ever va parler tout à l'heure avec ce qu'on appelle de l'IA composite notamment, mais cette boîte à outils-là s'est vraiment améliorée et on a la possibilité de combiner tout un ensemble de technologies à la fois pour fiabiliser la reconnaissance automatique, l'extraction des métadonnées et tout ce qu'on a réalisé en cours de réalisation et d'utilisation de ces outils, mais aussi une forte amélioration sur la mise en place de ces projets qui aujourd'hui sont beaucoup moins chronophages, beaucoup moins complexes, beaucoup moins coûteux que ce qu'il n'était il y a encore quelques mois et ou quelques années. Et ça, c'est vrai qu'aussi cette amélioration technologique, il y a une des sociétés qui les porte, c'est Ever, et justement, mais il y a pas mal de choses à dire là-dessus, Nourdine. Tout à fait. Un des modules clés sur l'évolution récente des produits EverTeam, c'est d'avoir travaillé sur justement cette simplification qu'a évoqué Thibaut. Ça, c'est un des gros points, hein, c'est qu'en fait, quand on a cette pile de technologies d'IA, on a une difficulté quelque part, on est face à un tableau de bord avec quantité de boutons et finalement, on a un petit peu de mal à régler tout ça, alors que ce n'est pas forcément nécessaire et il y a un intérêt à essayer d'apporter une certaine synergie entre les différentes briques d'IA. Et donc, on a travaillé sur une chaîne, un pipeline de traitement qu'on a appelé une IA composite.
qui a comme objectif une réduction du temps pour réaliser le paramétrage et une amélioration de la fiabilité par la combinaison des IA. Comment ça fonctionne? Vous avez des documents qui vont arriver à l'entrée de cette IA composite, qui vont passer par des règles de classification. Si c'est classé par les règles, tant mieux, sinon le résultat de l'analyse des règles va être envoyé à la classification par apprentissage qui va bénéficier finalement de la connaissance apportée déjà par le premier tri apporté par la classification par règle, qui va ensuite tenter une classification par apprentissage. Si le document est classé, tant mieux. S'il n'est pas classé, toute la connaissance emmagasinée par les deux traitements précédents est envoyée à l'IA générative, qui n'aura pas, par exemple, les 287 types de documents, mais il n'en aura peut-être que 3 ou 4 qui resteront, qui seront les 3 ou 4 types de documents les plus probables pour le fichier. Et à l'issue, soit le document est classé par l'IA générative, ce qui serait très bien, soit il n'est toujours pas classable, et dans ce cas-là, il y aura une action manuelle. Dans toute cette chaîne, que ce soit l'IA générative, la classification par apprentissage ou même les règles, ça va alimenter la classification par apprentissage et l'améliorer. Donc souvent, quand vous avez des documents au départ, c'est souvent les règles et l'IA générative qui classent, et puis la brique de classification par apprentissage va grossir en densité et va devenir de plus en plus efficace. Concrètement, l'entrée dans ce pipeline se paramètre par un seul écran, un écran d'administration, où on va indiquer le domaine, qui est grosso modo la famille d'actions qu'on veut réaliser, par exemple détecter le niveau de confidentialité ou détecter un type de document. On va déterminer les catégories. Donc, si c'est des types de documents, c'est là qu'on mettra les 287 catégories, par exemple, des types de documents qu'a évoqué Thibaut. On va indiquer ici les alias, c'est-à-dire que si vous mettez une catégorie, par exemple NDA, qui est un type de document bien particulier, vous pouvez mettre ici les autres libellés qui peuvent s'appliquer pour cette catégorie. Ici, c'est accord de confidentialité, où on aurait pu marquer accord de non-divulgation, ou etc. Enfin, tous les synonymes ou toutes les autres formes qui peuvent exister pour cette catégorie. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, c'est des règles implicites ou des règles explicites que l'on indique qui vont aider dans la première étape de classification par règle. Juste en indiquant le type de document et les différentes formes de libellés qui peuvent s'appliquer sur ce type de document, ça va suffire déjà pour classer une grande partie des documents. Pourquoi? Parce que tous ces libellés, en fait, sont retraités dans une technologie avancée d'IA qu'on appelle du deep learning pour créer ce qu'on appelle des embandings qui vont être utilisés, ou des vecteurs de sens, qui vont être utilisés pour essayer de classer les documents. Et donc, c'est la première étape de classement par règle dans cette IA composite est déjà très puissante. Lorsque on continue le paramétrage, on peut déterminer quel est le type de classification que l'on veut. Est-ce qu'on veut détecter le type de document, juste extraire les métadonnées liées à une catégorie, ou juste détecter la catégorie? Il y a une distinction conceptuelle entre la catégorie et le type de document. Pourquoi? Parce que vous pouvez tout à fait avoir un type de document dans votre tableau de gestion qui a un certain libellé que vous ne pouvez pas bouger et qui n'est pas signifiant pour détecter le type de document. L'avantage, c'est que vous pouvez garder le même libellé, qui s'appellerait par exemple gestion des entreprises, mais indiquer dans la catégorie vraiment les libellés qui vont permettre de correctement typer le document. Ce qui fait que là, mon système, s'il détecte qu'un document est NDA, très bien, il dira que la catégorie c'est NDA, et il lui appliquera le type de document gestion des entreprises parce que c'est le libellé officiel dans ma société. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très métier et qui est propre au savoir-faire d'Everteam en la matière. Dès que vous avez fait ça, ensuite, l'outil va fonctionner tout seul. Alors, prenons un exemple. Prenons un exemple ici. Voilà. Dans mon exemple, j'ai uploadé, juste avant que la démonstration commence, j'ai uploadé un bulletin de paye. Okay, donc ce bulletin de paye, je dois l'avoir ici quelque part. Voilà. C'est ce fichier-là. Voilà. Donc, c'est un bulletin de paye que j'ai anonymisé qui concerne un salarié qui s'appelle Henri Hassan, voilà, qui travaille dans telle société, sur telle période, etc. etc. Ce document-là, pour l'instant, le type n'est pas détecté. On a 0% de confiance. Et les métadonnées ne sont pas détectées. Là. Cette étoile-là, c'est pour indiquer si les métadonnées ont été extraites ou pas. Donc là, en l'occurrence, dans mon exemple, pour l'instant, rien ne s'est déroulé. Alors, je vais actualiser, mais je ne sais pas si j'ai encore... Là, j'ai perdu ma connexion. C'est normal. Je vais me reconnecter. Je me reconnecte. Et donc, je vais revenir dans mon interface d'IA Composite. Je reviens ici. Et quand je reviens ici, si je cherche Hassan,
Voilà, qui est le salarié en question, à la liste. Donc là, je retrouve mon bulletin de paye. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le type a été détecté. Pour lui, c'est un bulletin de paye. Il en est sûr à 92%. Et l'étoile est devenue verte, c'est-à-dire qu'il m'a détecté les types de documents. Vous allez me dire, bon, bah, c'est déjà super, il a détecté le type de document. Et il l'a fait pour ce document-là, mais il l'a fait pour tous les types de documents qu'il y a dans ma base. Hein. Il a détecté des bulletins de paye, des bons de commande, des factures, des bons de livraison, enfin, il a détecté plein de types de documents. Et il a fait ça tout seul en m'indiquant des niveaux de confiance qui peuvent m'aider à savoir les documents qu'il faudrait que je vérifie. Donc, si je reviens sur mon exemple, ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que j'ai créé, moi, un type bulletin de paie. Ce type bulletin de paie, je l'ai assez simplement configuré. En administration, j'ai créé en fait un type de contenu que j'ai appelé bulletin de paie. Et dans ce type bulletin de paie, j'ai créé des champs. Nom de l'employé, période, société, ID de l'employé, numéro de bulletin, etc. J'ai juste indiqué ces champs. Et l'outil, lui, tout seul, il est capable, en utilisant la chaîne d'IA Composite, d'essayer d'extraire en fait les métadonnées de ce bulletin de paie. Et donc, quand je vais ouvrir ici, je ne suis pas sur le bon onglet, quand je vais ouvrir ici les métadonnées, il va me montrer ici le bulletin de paie et il va me montrer ici les métadonnées qu'il a extraites. Donc là, il a trouvé comme nom d'employé Henri Hassan. Donc là, bon, ben, le Henri Hassan, il est en bas. Il a trouvé juin 2024 pour la période. Il a trouvé Topkapi Group qui est ici. Bon, c'est quand même fort parce qu'à aucun moment, il a marqué société. Hein. Mais il a quand même déduit que c'était probablement le nom de la société. Et il a déduit l'ID de l'employé, son numéro de bulletin, alors que l'information n'est même pas présente dans le bulletin de paye. Il l'a déduite parce qu'en fait, dans les bulletins de paye, en fait, il y a des lignes masquées, c'est généré par les outils d'éditique. Et en fait, si je viens ici, que je regarde, voilà, c'est la chaîne que j'avais copié-collé. En fait, on voit ici la chaîne qui a été recopiée. Et cette chaîne-là, en fait, lui, sans problème, réussit à la lire et à me remplir les champs qui correspondent bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ces métadonnées, je ne les ai absolument pas saisies. Et si je choisis un autre type de document qui s'appellerait un FDS, qui est un document technique, une documentation technique qui vient d'une société qui s'appelle Arkema, si je choisis ici, c'est encore un autre type de document, il a bien détecté que c'était un FDS, et je viens là, et il va m'extraire le nom du produit, qui est ici le Voltatef, non, le Voltalef, le numéro FDS, qui est un numéro qui est là, il va m'extraire la date. Donc, le système tout seul va émuler la saisie manuelle, ce qui est quelque chose d'absolument, une évolution considérable dans notre secteur. Hein. C'est-à-dire que moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce secteur. C'est quelque chose qui est quand même tout bonnement hallucinant. Hein. Qu'on soit capable, comme ça, de manière automatique, en détectant les niveaux de fiabilité, excusez-moi, de détecter les métadonnées de manière automatique, avec quand même un niveau de performance qui est quand même assez étonnant. Donc ça, c'est une évolution majeure dans notre secteur qui aura un impact, à mon avis, considérable sur la manière dont les projets d'archivage et de GED vont se déployer dans les années qui viennent. Avec une chaîne finale, finalement d'IA composite en synthèse, qui va combiner les règles implicites, le machine learning, l'IA générative, qui ont chacun des avantages et des inconvénients, mais combinés entre eux, finalement, on a le meilleur des deux mondes, enfin des trois mondes en l'occurrence, pour avoir un fonds documentaire qui est correctement typé et gouverné, et avec toujours quand même un espace, pour des raisons éthiques, comme l'a dit Thibault, mais aussi de contrôle et d'efficacité, la possibilité d'avoir quand même un espace manuel pour pouvoir intervenir et valider à la main le cas échéant. Voilà pour ce deuxième cas d'usage. Merci Nourdine. Et en plus de ça, c'est vrai que sur tes règles implicites, etc., il y a aussi d'autres technologies d'automatisation qui pourraient être intégrées dans ce flux-là. Je pense notamment au RPA qui peut remplir un certain nombre d'offices quand le cas d'usage le nécessite, ou même tout simplement des petits branches de dev à droite à gauche qui peuvent rentrer dans un Tout à fait. pipeline de travail. Et ça, effectivement, c'est un peu la nouveauté. C'est pour ça que j'aime bien parler. Donc toi, Nourdine, tu parles d'IA composite. Moi, j'aime bien parler de boîte à outils. C'est vrai, très souvent, on a tendance à imaginer qu'on va juste un vocable dire je mets de l'IA, alors qu'en réalité, il y a une grande diversité de technologies d'automatisation, en plus d'avoir une diversité des algorithmes qu'on va utiliser
pour gérer l'intelligence artificielle, même si c'est le cas. Et notamment sur ce dernier cas d'usage, qui est l'agent conversationnel d'aide à la recherche. Et là, pour moi, je suis d'accord avec ce que disait Nourdine sur l'évolution considérable que ça va apporter, toutes ces modalités d'automatisation très poussées à la capture de l'information. Et on va même plus loin dans le cycle de vie d'un projet ou dans le cycle de vie de l'usage d'un outil documentaire, c'est dans la recherche. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous des outils documentaires avec des métadonnées. On va faire des recherches dans des champs de métadonnées et on va avoir la possibilité de croiser ces champs de métadonnées. Or, depuis maintenant quelques mois et années, les outils d'IA générative et d'agents conversationnels comme Gemini, comme ChatGPT, comme Perplexity sont rentrés un petit peu dans le paysage de tout le monde. Et aujourd'hui, il existe la possibilité de faire globalement la même chose dans nos outils documentaires. Tu peux peut-être passer la slide Nourdine, justement. La problématique, c'est quoi? C'est j'ai du mal à retrouver mes documents. Et en plus de ça, si je les retrouve, bah, leur usage est fastidieux. Il y a vraiment deux cas d'usage en un. C'est le cas d'usage de la recherche et le cas d'usage de la manipulation des outils une fois que je les ai trouvés. Et c'est vrai qu'avec des outils, on appelle ça de l'IARAG, peu importe, mais de la manipulation d'un certain nombre de typologies de technologies, on va pouvoir, via un langage naturel, c'est ça qui est très important, interroger notre base documentaire, SAE, GED, mais potentiellement parapheur électronique, pré-outil d'intégration GED de numérisation, et puis même après, je ne sais pas moi, des bases de données, tout ce que vous avez besoin de consulter et avec un langage naturel pour accéder à cette information-là. À la suite de langage naturel, et c'est là où c'est encore plus performant, c'est qu'on va pouvoir manipuler les outils et utiliser un langage naturel dans le cadre de la manipulation de ces outils. Par exemple, je lance une recherche sur des contrats et je veux comparer les clauses de ces contrats. Eh bien, dans un langage naturel, je peux demander à mon outil de documentaire de faire ces actions-là. Comparer les outils, partager les outils, comparer les documents, pardon, résumer les documents, revoir l'indexation et le classement de ces documents, tout ça en langage naturel. Ce qui est intéressant dans ce cadre-là, au-delà de l'efficacité évidemment, il y a aussi une grande part de facilitation, entre guillemets, d'accompagnement au changement et d'usage de ces outils. Aujourd'hui, la majorité des jets ne sont pas très compliqués à utiliser, mais on se rend bien compte que c'est beaucoup plus simple d'avoir un champ où on va dire je cherche tous les documents entre telle et telle année qui sont de tel sujet et potentiellement de tel type de documents, mais je ne sais pas quel en est le destinataire. Est-ce que tu peux me faire une première classification? Et ça, aujourd'hui, ça existe. Et je vais vous donner un cas d'usage. Tu peux passer la slide Nourdine. C'est des choses qu'on a pu faire pour un grand groupe qui travaille dans le transport maritime où je vous ai mis un cas. C'était le cas d'usage qu'on nous a posé et aujourd'hui on a mis cette IA, cet agent conversationnel qui permet d'aboutir à la bonne réalisation de ce cas d'usage. Aujourd'hui, je lance ma recherche en langage naturel et j'écris exactement ce que j'ai écrit ici. Je cherche les bateaux dont les dossiers de maintenance ont été livrés entre juin 2017 et mai 2018. Est-ce que tu peux me les sortir? Là, on a un résultat de recherche qui nous amène tous les dossiers de maintenance des bateaux dont la date de livraison est entre juin 2017 et 2018. Date de livraison qui peut être une métadonnée ou pas. Si les documents ont été ossérisés avec un stockage dans les bases de données ou dans les bases d'indexation, on va chercher là-dedans aussi. Je filtre ma recherche. Parmi ceux-là, quel est le mois où il y a eu le plus de dossiers reçus entre juin 2017 et mai 2018? OK, sur ces 56 dossiers qui correspondent au mois qui en a le plus reçu, peux-tu m'en extraire 10 qui ne possèdent pas le même plan? Donc, il y a une analyse qui est réalisée sur les documents qui dépasse tout enjeu de métadonnées ou d'indexation. C'est vraiment rentrer à l'intérieur du document pour identifier quels sont ceux qui ne possèdent pas le même plan. Avec ces 10-là, je souhaiterais que tu puisses mettre en avant les principaux problèmes de maintenance qui ont amené à la livraison de ces dossiers. Est-ce que c'est une avarie de tel type, une avarie de telle sorte, un problème contractuel de telle sorte, un problème administratif de telle sorte? L'IA va nous répondre, après analyse des documents, sur les raisons de ces dossiers de maintenance mis à jour. OK, peux-tu me faire un résumé de ces éléments en 5000 mots? Et donc, on arrive avec la fourniture d'un document qui a fortement amélioré l'usage, à la fois de trouver les documents dont la recherche aurait été complexe, d'analyser les documents dont l'analyse aurait été coûteuse en temps, et de faire un résumé en 5000 mots de tous ces éléments-là. Évidemment,
Ça ne remplace pas une analyse humaine, ça ne remplace pas le fait de contrôler, ça ne remplace pas tout ça, mais ça facilite fortement l'usage de ces documents-là, que ce soit en recherche ou en manipulation, et tout ça, j'insiste, en langage naturel. C'est des choses aussi qui existent. Nourdine, tu peux peut-être montrer comment ça se passe du côté de chez toi. Oui, alors concernant effectivement la partie recherche, il y a une double problématique, comme l'a évoqué effectivement Thibaut. Il y a à la fois la volonté de vouloir faire une recherche en langage naturel, donc qui nécessite de formuler, de transformer finalement cette requête qui est formulée en langage naturel en quelque chose qui est compréhensible et interprétable par, par un moteur de recherche documentaire finalement. Euh, la technologie communément utilisée, c'est d'utiliser une approche RAG, où finalement on va transformer la requête qui est formulée en langage naturel en une chaîne mathématique qui est suffisamment générique et qui exprime un peu le sens de la requête qui est évoquée par l'utilisateur et qui sera comparée finalement avec d'autres chaînes mathématiques qui sont stockées en base et qui ont été calculées pour chacun des éléments de contenu que vous voulez rechercher. Donc, pour le dire simplement, quand quelqu'un cherche, je ne sais pas, l'exemple que donnait Thibault, hein, quand quelqu'un cherche des dossiers en relatif avec des bateaux qui formulent de manière précise sa requête, c'est transformé en une chaîne mathématique et c'est balancé finalement dans la base documentaire où on va comme ça être capable de comparer pour essayer de trouver les documents les plus pertinents. C'est particulièrement précis. L'inconvénient, c'est que ça n'est pas aujourd'hui, enfin c'est assez difficile à appliquer sur des très grosses bases documentaires, sauf si la structure, l'entreprise a vraiment de très gros moyens et que cette recherche en langage naturel est vraiment essentielle pour améliorer la productivité des équipes. Donc aujourd'hui, nous, on est confrontés à ce problème un peu de rapport entre l'apport, la valeur de cette technologie et le coût qu'il faut mettre en œuvre au niveau produit pour en bénéficier. Donc aujourd'hui, on s'est limité principalement à proposer un chatbot. C'est ce que vous voyez ici à l'écran. On est en train de travailler sur une option frugale qui permettrait d'interroger toute la base documentaire, frugale énergétiquement pour interroger toute la base documentaire, mais ça n'est pas encore disponible. Là, dans l'exemple, on reste focalisé sur la mise en place d'un chatbot. Donc là, vous êtes dans le produit, dans votre base documentaire. Vous pouvez à tout moment appeler en fait avec le bouton qui est en bas en fait un chatbot qui va s'afficher dans l'encart et qui vous permettra de poser des questions. Donc, vous pourrez poser une question sur le document là, sur lequel on est connecté pour directement l'interroger. Donc là, si je vais sur l'application, je ne sais pas si j'ai encore accès, si je cherche mon fameux document FDS, voilà, si je viens ici, que je consulte, je vais avoir ici un bouton voilà, chatbot. Et si je lui dis quel est le nom du produit. Donc là, en l'occurrence, on est sur une fiche qui est pas très très importante, mais qui fait quand même quelques pages, hein. Mais là, l'avantage, c'est que vous pouvez l'interroger. Il m'a donné le nom du produit sans aucun problème. Et donc là, ce que vous voyez ici avec un chatbot est utilisé aussi pour l'extraction des métadonnées et peut être utilisé aussi au niveau des recherches. Et donc, l'intérêt de la technologie, c'est qu'elle permet vraiment hyper intelligemment d'analyser les contenus pour me sortir un résumé, me sortir une traduction. Enfin, on peut lui demander, un peu comme ChatGPT, tout ce que l'on veut. Le point clé est toujours le même, et c'est celui qui va devenir le plus prégnant dans les projets à venir, c'est le rapport entre la valeur de la fonctionnalité et le coût qu'elle a. Le coût qu'elle a, quand je parle du coût, ce n'est pas forcément qu'un coût financier, c'est aussi le coût écologique, le coût humain, le coût au niveau de l'organisation, enfin tous les coûts qu'on peut imaginer autour de la mise en place de ce type de système. Ça change complètement le paradigme en fait d'usage d'un système de gestion documentaire. Donc aujourd'hui, on est assez vigilant là-dessus. Sur la version actuelle, on a ce chatbot qui est utilisable dans la base documentaire. On est en train de réfléchir pour l'étendre. Ça reste un sujet de la recherche qui est évidemment éminemment important dans notre univers. Et donc, on fera également des évolutions là-dessus, sans nul doute, dans le futur. Excusez-moi, je reviens sur le slide. Voilà. Voilà, donc on peut effectivement tout lui demander, on peut lui demander un résumé, une traduction, tout ce que l'on veut. Donc voilà pour ma partie. Merci Nourdine. Mais écoutez, il est 11h49, on avait démarré un chouïa en retard, donc je pense qu'on a peut-être, à E4, je pense qu'on a tenu les 45 minutes, sauf évidemment pour les questions, mais il est temps de le faire. Il nous reste peut-être une petite dizaine de minutes avant que tout le monde parte en repas.
Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, soit directement à l'écrit, soit si vous avez la volonté d'activer votre micro pour poser la question. Le webinaire est enregistré, donc vous saurez que vous serez enregistré aussi. Donc voilà, l'idée c'est soit un écrit si vous le souhaitez, soit une prise de parole à l'oral, il n'y a pas de problème non plus, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit jusque-là. Bonjour, moi j'ai une question sur le premier cas d'usage. Au moment où l'outil fait le tri entre les étiquettes suggérées, les documents étiquetés, les documents suggérés et les non étiquetés, je voulais savoir si on peut déterminer, le pourcentage, par exemple, des non étiquetés. Qu'est-ce qui reste en gros à traiter manuellement par rapport à ce qui est, à traiter automatiquement par l'outil d'IA? Alors, je peux parler effectivement pour le produit Everteam, c'est tout à fait le cas. Ouais. En fait, quand on paramètre la chaîne de classification par apprentissage, on définit un seuil de confiance. Ce seuil de confiance va ensuite être calculé automatiquement par l'outil. Donc, on aura deux paramètres. Le seuil de confiance lui permet d'activer ce qu'on appelle l'auto-validation. Si vous mettez un seuil de confiance à 90%, les documents seront auto-validés s'ils dépassent ce seuil de 90%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous considérez qu'un document pour lequel le moteur a une reconnaissance supérieure à 90%, vous n'avez pas besoin vraiment de le vérifier, et ça vous fait gagner du temps. Donc, plus vous allez mettre le seuil de confiance de manière élevée, moins il y aura d'action manuelle, mais plus il y a le risque que vous ayez des documents qui aient été mal étiquetés. Et à côté de ça, vous avez quand même toujours le niveau de pertinence de la classification, qui lui est une valeur dans l'absolu qui est appliquée sur chaque document. Donc, vous pouvez aussi vous faire votre propre avis dans l'interface et dire, moi, tous les documents qui sont en dessous de 50%, je vais les balayer à la main, parce que c'est l'urgence numéro 1. Ou vous pouvez dire, tous les documents qui ont moins de 50% et qui sont des documents de type contrat, je veux impérativement tous les vérifier. Par contre, je ne sais pas moi, les plaquettes commerciales, même s'ils se trompent, il n'y a rien de très grave. Je les sélectionne tous et je les valide. Donc, on a la possibilité, effectivement, de définir un seuil, comme vous l'avez dit, et on a aussi la possibilité de jouer sur pas mal de paramètres pour faire des validations par l'eau. Pour compléter, D'accord, donc Sandrine, tu as une trend aussi sur les modalités d'apprentissage. Le tri entre les pommes pourries et les pommes saines, au fur et à mesure, elle va se logarithmiser. Je ne sais pas si c'est bien dit ce que je dis, mais l'idée de se dire qu'au départ, l'apprentissage, on va avoir besoin de pas mal d'interventions des utilisateurs, notamment avant les mises en production et les phases d'apprentissage. Mais même malgré tout, normalement, au fur et à mesure de l'évolution, tu vas avoir des taux d'apprentissage qui vont s'améliorer au fur et à mesure et qui vont plafonner à un moment donné. Donc ça veut dire que petit à petit, on a de moins en moins de documents non étiquetés. Mais est-ce qu'on connaît aujourd'hui ce pourcentage à peu près? Est-ce qu'on peut dire que c'est 30% des documents à traiter manuellement, 50% globalement? Est-ce qu'on peut trouver un chiffre pour Ah. savoir? Ou pas encore? C'est difficile de donner ce chiffre parce qu'en Ouais, fait, ça va dépendre de la nature du vrac que vous avez. Imaginons que vous êtes dans le secteur ouais. industriel. Vous avez des documents qui sont, en fait, les types de documents sont en termes de contenu extrêmement distincts. Mmh. Une fiche de procédure, ça n'a rien à voir avec je sais pas moi, une documentation technique. Là, la classification va être hyper performante. Imaginons que vous êtes dans le secteur juridique et que vous avez des avenants, des contrats, vous avez des NDA, qui sont tous des documents qui ressemblent à des contrats en vrai, hein. Là, la classification, avant d'être vraiment performante, elle va demander du temps parce que le contenu morphosyntaxique et sémantique des documents n'est pas suffisamment saillant, n'est pas suffisamment distinct pour que la classification réussisse facilement à séparer les deux. C'est pour ça qu'on a créé une IA composite qui va utiliser en fait des technologies différentes et qui vont comparer les résultats qu'elles obtiennent. Si les règles disent « Ah, bon, pour moi, c'est un contrat », et la classification dit « Ah, ben, pour moi, c'est aussi un contrat », et l'IA dit bah, « Pour moi, c'est aussi un contrat », là, le niveau de confiance va être hyper élevé. Parce qu'on a pris des chemins différents pour arriver au même résultat. Et en fait, on est obligé de faire ça, qui correspond quelque part comme si on était trois personnes, trois robots différents qui fonctionnent totalement différemment et qui essayent de faire la même chose. Mmh. Et c'est ça qui permet d'augmenter la fiabilité. Par le passé, on utilisait habituellement une seule techno, et si on n'était pas sûr, il fallait que ce soit un humain. Et donc, ça marchait, mais le problème, c'est que le niveau d'intervention humaine était trop élevé. Il faut comprendre, et je termine là-dessus, il faut comprendre qu'on traite des vracs numériques. Donc, on traite des millions de documents. On arrive vite à des millions de documents chez même des structures de taille pas très élevée, hein. Et donc, des millions de documents, ça veut dire que le niveau de fiabilité est un critère absolument clé.
pour que les personnes qui ont à vérifier les choses se focalisent sur ce qui est vraiment important. Mmh. Voilà. Non, mais c'est vrai que la problématique du vrac est assez intéressante parce que c'est ce qu'on rencontre nous chez nos clients en fait. Le vrac numérique est très, très important. Donc les documents normés, il y en a beaucoup aussi, mais comme vous l'avez montré, c'est assez facile à reconnaître, hein, par les outils d'IA. Mais comme je sais que le vrac numérique est tellement important, c'est pas facile, de savoir comment l'IA va fonctionner sur tous ces documents qui sont ni étiquetés, ni normés, ni rien du tout quoi, ni nommés correctement, C'est ça. Oui, oui. OK. Oui, et bon, souvent c'est pas comme des projets de gel ou d'archivage. En général, c'est des projets qui se font par palier. Mmh. C'est-à-dire que Ouais, il faut par il faut process définir aussi. Mmh. oui, exactement, on peut définir un process et puis on définit un lot entre guillemets, «pilote» qui permet de sentir la techno chez soi. Et soit, on acquiert des convictions et on se dit: «Bah, on va aller plus loin et on va augmenter». Soit, c'est l'inverse, on se dit: «Non, mais chez nous, en fait, c'est trop compliqué» et on minimise nos investissements. Mais c'est très rare, un projet un peu en mode Big Bang où on se dit: «Allez, Mmh. on va faire ça sur 50 Oui, oui, bien téras» et sûr. mmh, c'est un peu trop difficile. Je me OK, permets de poser à merci. l'oral la question de Monsieur Ménager. Alors, j'ai vu que tu as répondu à l'écrit, je vais faire les deux. Faut-il prévoir une migration ou de version ou de base de données pour activer l'agent conversationnel pour une évolution d'Everteam par exemple? Ou est-il possible d'utiliser cet agent sur une version existante? S'agit-il de notre outil, est-ce possible sur notre outil, est-ce possible d'intégrer cet agent? Je fais juste une réponse générale et tu pourras faire une réponse à l'oral aussi, Nourdine, même si tu l'as écrit. Aujourd'hui, c'est la question de la volumétrie, de la robustesse de l'application qui va déterminer un certain nombre de réponses qu'on pourra apporter. Comme le disait Nourdine, l'usage de ces technologies est très gourmand en ressources et par effet de conséquence très gourmand en énergie. Donc c'est quelque chose qu'il faut essayer de cantonner et de travailler sur les cas d'usage. Si l'extraction de métadonnées marche très bien avec des technos empiriques, pas forcément aller sur l'IA. Si les technologies d'IA sans forcément aller jusqu'à de l'IA gène fonctionnent, n'allons pas là-dessus. Il y a vraiment ce cycle de complexité qui va déterminer les niveaux de technologie dont on a besoin. Et puis ensuite, c'est la volumétrie de l'ensemble documentaire qu'on analyse. Est-ce que c'est sur des bases de données traditionnelles relationnelles? Est-ce qu'on a besoin d'une OSQL au regard des charges ou des choses comme ça? C'est déterminant, mais le déterminant n'est pas simplement est-ce que j'utilise de l'IA ou pas. Sur l'agent conversationnel, les projets que j'ai menés jusqu'à maintenant ne nécessitaient pas un changement d'architecture ou de base de données structurel dans le cadre des projets que j'ai menés. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, cet impact-là, je ne l'ai pas vu. Mmh. Nourdine, tu as dit il y Habituellement, avait une non, mais question. juste pour compléter, en général, un chatbot, c'est du contenu, c'est une question plus du contenu qu'on lui envoie et sur cette base-là, il génère une réponse. Donc en fait, la modalité, c'est de se dire comment va arriver la question et le contenu textuel qui lui permettra de répondre à la question à ce chatbot. Imaginons, vous dites au chatbot: «J'aimerais que tu me donnes le nom du, je sais pas, le nom du fournisseur qui est dans ce contrat, les parties prenantes de ce contrat». Bah, le chatbot, on a besoin de lui envoyer la question et le contenu textuel du document, ce qui lui permettra de trouver les parties prenantes du contrat, ça paraît évident. Et donc, dans le produit d'Everteam, notre chatbot est adossé à un module d'extraction et d'analyse de texte. Et donc, évidemment, on n'a pas, en fait, notre moteur se connecte à n'importe quelle base de clients sur des produits Ever ou n'importe quel autre produit, va être capable d'extraire le texte utile pour le chatbot et d'alimenter le chatbot en informations pour qu'il puisse renvoyer les réponses. Donc, il n'y a pas du tout besoin de faire aucune migration de base de données ou même de migration de l'application du client. Il n'a même pas besoin de la migrer, elle reste exactement en l'état. C'est le fonctionnement du module. Merci Noureddine. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on puisse clore ce webinaire? Merci pour votre présence en tout cas, pour vos questions. Alors, Stéphane Madela nous dit quelle IA intégrer comme solution, Copilot, ChatGPT. Alors, moi, en termes d'agent conversationnel, j'ai pas mal travaillé sur des dérivés de Perplexity. Ensuite, sinon, ça reste des technologies qui ne sont pas nommées ou qui sont soit open source, soit propres. J'ai vu du BERT aussi, pas mal, Mmh. solution open source qui peut être utilisée assez facilement.
Mais ouais, moi j'ai bossé pas mal sur Perplexity et BERT. Perplexity plus à l'occasion, enfin je veux dire par opportunité, sinon BERT parce que solution open source. Côté Everteam, en fait, on a au niveau de notre R&D, on a évalué quantité de LLM disponibles en SaaS ou déployés on-prem. Et en fait, le module a été conçu pour permettre de fonctionner selon ces deux modalités et d'être agnostique du moteur LLM utilisé. Donc, on a un middleware en fait qui s'est chargé des LLM. Donc, le client choisit le LLM qu'il veut. Ça peut être du Gamma, du Mistral, du Copilot, du ChatGPT. On va le charger dans notre outil, soit on-prem, soit connecté en API sur un LLM en ligne qu'auraient nos clients, pour ensuite l'utiliser dans notre produit. Donc, notre client choisit le LLM. On peut le conseiller, on peut lui en proposer un dans le cadre de son projet, et il pourra même en changer en cours de projet. C'est comme ça qu'on fonctionne. On travaille beaucoup avec des grands comptes du CAC 40, et quand même la tendance, c'est quand même des LLM internalisés ou des LLM qui ont été choisis par nos clients. C'est rare qu'ils veuillent utiliser forcément un autre LLM dans le cadre d'un projet documentaire. C'est pour ça qu'on a pris cette option. Je vous propose de clore peut-être, il est 12h01. On a un peu débordé, mais c'était pour l'intérêt de la présentation. Merci Nourdine, c'était top. Merci Et Thibaut. puis pour tout le monde aussi, impeccable. N'hésitez pas si vous avez peut-être, voilà, si vous avez nos contacts, tout ça, n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, à nous poser des questions complémentaires. Avec aucun souci qu'avec Nourdine, on pourra y répondre. Merci tout le monde. Bonne Je vous journée à souhaite une tous. bonne journée et à très bientôt. Merci, au revoir.